Drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. V veliko čast mi je, da imamo danes v naši sredi gosta, ki je francoski zgodovinar, univerzitetni profesor, direktor Nacionalnega raziskovalnega centra CNRS v Franciji, Stéphane Courtois. Napisal je 30 knjig, večinoma o komunizmu in o totalitarnih režimih. Njegovo delo je postalo globalno poznano, še posebej zaradi knjige Črna knjiga o komunizmu, ki je bila prevedena v več kot 26 jezikov in prodana v več kot milijon izvodih po celem svetu. Z nami je danes tudi profesor dr. Boštjan M. Turk, poznavalec Stéphana Courtoisa in vseh njegovih del. Povabil sem ga, da se mi pridruži pri intervjuju. Saj želim, da bi skupaj z izčrpnimi vprašanji čim več izvedela o našem izrednem gostu in njegovem delu. Sedaj pa preko online povezave pozdravljam najprej gospoda Stéphana Courtoisa. Monsieur Stéphane Courtois, tout d'abord bonjour. Je suis très honoré de pouvoir faire cet entretien avec vous. Pour préparer notre entretien, je me suis laissé emporter à connaître votre personne et votre travail pour mieux vous présenter à nos téléspectateurs. Oui. Votre personne est, tout comme votre travail, exceptionnel. Comment un jeune étudiant militant marxiste, maoïste, s'est converti en cet homme que nous avons aujourd'hui et qui est auteur d'un livre qui est une référence littéraire pour combattre les mythes et les fabulations communistes? Pouvez-vous présenter votre vie et surtout comment en êtes-vous venu à voir le monde autrement aujourd'hui? Oui, c'est un peu aussi l'histoire de la France des années 60, 70, 80. Moi, je suis né en 1947, donc en 1968, j'avais tout juste 20 ans et j'étais étudiant à l'université de Nanterre. Et l'université de Nanterre, c'est de là qu'est parti tout le mouvement de révolte étudiante de 1968 et de la suite, avec Cohn-Bendit, etc. Et donc, voilà, j'étais à l'époque un bon étudiant bien sage, étudiant en droit d'ailleurs, je n'étais pas étudiant en histoire. J'étais très intéressé par l'histoire, donc j'aurais bien voulu faire de l'histoire, mais mon père m'avait expliqué que l'histoire ne menait à rien. Et rien, c'est pas beaucoup. Donc, ne menant à rien, il m'avait dit, fais une licence en droit, ça servira toujours. Donc, j'étais en droit. Et puis, voilà qu'arrive le mois de mai 68, tout explose, et puis, je suis à Nanterre. Alors, à l'époque, Nanterre, il fallait y aller en train, c'était compliqué, il n'y avait pas de métro, et donc, les grèves ont commencé, donc il n'y avait plus de train. Et donc, j'étais en partie à Paris et évidemment, j'allume la radio et alors que j'étais en train de dîner avec mon père, ma mère était à la campagne en train de faire autre chose. J'étais en train de dîner avec mon père et nous avons entendu à la radio qu'il y avait une manifestation d'étudiants qui couraient dans tout Paris, depuis le quartier latin jusqu'à l'Arc de Triomphe, à la course qui avait passé les ponts qui étaient censés être bloqués par la police. Bon, alors, on a laissé notre dîner et comme on habitait derrière les Champs-Élysées, on est descendu voir ce qui se passait. Bon. Et mon père est parti d'un côté, moi de l'autre. Je suis rentré le lendemain matin. Et puis à partir de là, j'étais emporté dans le mouvement étudiant. Je me suis retrouvé dans les batailles de rue, à jeter des briques sur la police, et puis la fameuse nuit des barricades, le 11 mai 1968 au quartier latin. J'ai fini à 7h du matin enfermé dans l'école normale supérieure, et en sortant, le quartier avait été totalement dévasté. Donc voilà, c'est tout à fait typique de l'itinéraire de quelqu'un qui est emporté d'un seul coup dans ce type de mouvement plus ou moins révolutionnaire, mais qui en tout cas était un mouvement de contestation violente, parce que il y avait eu quand même beaucoup de blessés lors de cette nuit-là, des deux côtés d'ailleurs, du côté des policiers et du côté des manifestants. Donc voilà, et à partir de là, évidemment, je suis retourné à l'université de Nanterre et petit à petit, j'ai pris la direction d'un groupe révolutionnaire à l'université de droit et non pas à l'université de lettres d'où était parti le mouvement.
Et donc, de 1968 à 1972 à peu près, j'ai, comme on dit, fait la révolution. Bon, c'est-à-dire que j'ai, en fait, pour être plus précis, j'ai laissé totalement tomber mes études. Hein. Pendant 5 ans, je n'ai rien lu d'autre que du Marx, du Lénine et du Mao. Hein. Donc, ça ne rend pas intelligent, faut bien le dire. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre des choses sur comment fonctionnait un groupe révolutionnaire, un groupe communiste, etc. Et ça m'a été très utile pour la suite quand j'ai décidé de, de bifurquer complètement. Alors, comme j'avais fait beaucoup de bêtises à la fac de droit et que j'avais même provoqué la fermeture de l'université pendant une quinzaine de jours, on avait eu une bataille générale avec la police sur le campus, etc. Alors, les juristes qui sont des gens malins, pour me, pour se débarrasser de moi, ont établi un, ont établi une espèce de règlement intérieur de la fac de droit. Et, en fonction de ce règlement intérieur, ça m'a annulé toutes mes sessions d'examen. Alors, quand je suis allé protester, ils m'ont sorti le règlement en disant « Mais comment, monsieur Courtois, là, vous n'avez pas respecté la ligne 10 et vous êtes viré. » Bon. Donc, ils n'ont pas eu à m'expulser. Ils m'ont annulé toutes mes sessions d'examen et je ne pouvais pas réglementairement continuer mes études en droit. Alors, je dois dire que ça m'a rendu un très grand service parce que j'ai fait à peu près 40 mètres, puisqu'entre le le bâtiment de droit sciences économiques et le bâtiment de lettres, il y avait environ 40 à 40 mètres peut-être. Donc je suis passé en lettres où j'étais pas connu comme révolutionnaire. Je me suis inscrit en histoire et là j'ai enfin pu faire ce que je voulais faire. Et donc je remercie vivement les juristes qui m'ont expulsé de la faculté de droit. Et donc, à partir de là, ça correspondait à un moment où mon groupe révolutionnaire s'était déjà autodissous, puisque j'étais dans un groupe très particulier, hein, qui était un groupe, ça va vous paraître bizarre, un groupe anarcho-maoïste. Alors, normalement, un groupe maoïste, c'est très discipliné, c'est ultra-stalinien. Et dans mon groupe, il y avait des ultra-staliniens. Mais ça, c'était les vieux, je dirais. C'est-à-dire les leaders du groupe qui étaient autour de 27-28 ans. Et nous, les jeunes, on était autour de 15-20 ans. Et ce décalage de génération suffisait à avoir une sensibilité tout à fait différente. Et donc, petit à petit, dans ce groupe, sont apparues des tendances tout à fait libertaires, anarchisantes, et surtout, en 1970-71, c'est en partie dans ce groupe, qui s'appelait Vive la Révolution, qu'est né le mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire que les filles du groupe, à l'été-automne 1970, ont commencé à se séparer, à se mettre à part en disant « Nous ne voulons plus entendre parler des garçons, et s'ils viennent dans nos réunions, il va leur arriver des choses terribles. » Donc on n'y est pas allé, évidemment. Et puis, quelques mois plus tard, est apparu un autre groupe, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ah oui, ça, c'est quelque chose de très particulier. Le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et la naissance de ces deux pôles, le pôle des filles et le pôle des homosexuels, a fait tout simplement exploser notre groupe. Hein. Là, ça devenait tout à fait incompatible avec Staline, avec Lénine et avec Mao. Et donc, à l'été 1971, nous nous sommes réunis pendant plusieurs jours. Alors, il y avait de grandes questions parce que nous étions en train de passer à la lutte armée quand même. Hein. C'était l'époque où, en connexion avec les futures brigades rouges italiennes, avec l'ETA basque, avec l'IRA irlandaise et avec les terroristes palestiniens, nous étions en train de préparer la lutte armée. Bon, hein, moi j'avais quand même un gars qui réparait des revolvers dans ma chambre et j'en avais un autre qui avait sa mitraillette sous le lit. Bon, donc voilà, hein, on en était là. Et donc, à l'été 1971, nous avons eu une réunion de plusieurs jours et
au bout de ces 3 jours de discussion acharnée, eh bien, nous avons conclu que le plus simple, c'était quand même de dissoudre notre groupe, parce que nous ne savions plus du tout où nous en étions sur le plan politique. Bon, hein. Fallait-il courir du côté des homosexuels? Fallait-il s'emparer d'une mitraillette pour aller tirer sur je ne sais qui? Donc voilà. Donc vous avez compris qu'on était arrivé à un état de confusion mentale et politique absolue. Et donc, très raisonnablement, je dois dire, nous avons dissous notre groupe. Et alors moi, à ce moment-là, quand j'avais été viré de la fac de droit au printemps 1970, la direction du groupe m'avait demandé de m'occuper d'une librairie qui appartenait au groupe. Et donc, on avait un nouveau local en plein quartier latin, à côté de l'université de Censier, et un très grand local. Et là, j'ai monté une très grande librairie, mais qui était totalement différente de la librairie initiale où on ne vendait que du Lénine, Marx, Mao, Kim Il-sung, Ho Chi Minh. Voilà, c'était les livres essentiels qui étaient vendus là. Et moi, j'ai fait une vraie librairie. Révolutionnaire, bien sûr, mais une vraie librairie. Bon. Et alors, j'ai eu des problèmes parce que je vendais des choses politiquement très incorrectes pour les maoïstes officiels. Hein. Et en particulier, je vendais un livre de l'historien allemand Ernst Nolte, qui s'intitulait Le fascisme en son époque, et qui était formé de 3 volumes. Et ces 3 volumes portaient chacun une jaquette qui entourait la couverture, et sur le dos de la jaquette, il y avait le symbole de chacun de ces volumes. Donc pour l'Action française, il y avait une fleur de lys, pour le fascisme italien, il y avait un faisceau, et pour le nazisme, il y avait évidemment une croix gammée. Et donc j'ai été dénoncé par des maoïstes très orthodoxes en disant que je vendais de la littérature fasciste. Alors je leur expliquais que non, les symboles qui étaient au dos de ces livres ne faisaient que représenter le contenu dont allait parler l'auteur. Mais ça, ils n'arrivaient pas à comprendre ça, vous savez, c'était tout à fait étonnant. Et puis alors un jour, j'ai été convoqué à l'ambassade de Chine. Je devais y aller avec mon chef. Je n'y allais pas tout seul, j'y allais comme responsable de la librairie. Et la librairie vivait beaucoup sur ce que nous envoyaient les Chinois, qui nous envoyaient massivement des petits livres rouges, les œuvres de Mao, etc., qu'ils ne nous faisaient pas payer. Hein, c'est un moyen classique de subvention révolutionnaire. Et donc voilà. Et alors un jour, ayant été dénoncé, nous avons été convoqués à l'ambassade de Chine. Bien entendu, mon chef, mon dirigeant, très courageux, n'est pas venu. Et moi, comme un imbécile, je suis rentré dans l'ambassade. Bon. Et là, très vite, je me suis retrouvé devant un interrogatoire de police. Hein, j'avais deux membres de l'ambassade qui très aimablement m'ont proposé de prendre du thé. Et puis, on commençait à me cuisiner en me demandant, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai compris pourquoi on me convoquait. Parce que j'avais vendu dans ma librairie une espèce de un petit livret comique, si vous voulez, qui était fait par des dissidents maoïstes un peu anarchistes, hein, et qui y avait le journal des maoïstes officiels en France, c'était l'Humanité Rouge, et ils avaient fait une petite publication qui s'appelait l'Humour Rouge au lieu de l'Humanité Rouge, et ils avaient fait des dessins où on voyait le président Mao avec des ampoules clignotantes sur la tête et une légende qui était la pensée du président Mao éclaire le monde. J'ai pris là mon air le plus sérieux, alors qu'à l'époque, je vous rassure, j'avais des cheveux jusqu'à l'épaule, une barbe qui n'avait jamais été coupée, donc qui était considérable, et j'ai pris donc mon air le plus sérieux, et je leur ai dit, camarades, vous devez savoir qu'en France, l'une des grandes qualités du prolétariat français, c'est l'humour. Alors, évidemment, ça a mis fin à la conversation. Juste pour conclure, la rupture avec le communisme, avec ce groupe révolutionnaire, c'est faite à la suite de petits détails comme ça, vous voyez. Cette rencontre avec les Chinois à l'ambassade, là, ça m'est resté en travers de la gorge. J'ai dit non, là, on ne peut pas continuer avec ces gens-là. Bon.
Alors, Le caractère policier de la rencontre était mhm. évident. Alors on va en venir maintenant avec Monsieur Bostian Mkturk. Bonjour Bostian. Oui. Ah oui, donc là, c'était très amusant ce que Monsieur Courtois racontait. Donc il y a, comment dirais-je, deux Stéphane Courtois. Si on lit ses livres, si on les traduit, si on fait des citations, donc tâchant de deviner le sens de la phrase, admirant les mots. Parfois, il y a, voilà, c'est très sérieux, c'est très grave, c'est très. Tandis que Stéphane Courtois qu'on écoute maintenant, c'est tellement drôle. Là, il y a au fond l'humour donc gaulois, et ce qui rend cette Oui. présentation très très intéressante. Bon, je profiterai tout d'abord de l'occasion de me remercier, d'exprimer ma reconnaissance. C'était quelque part en septembre, c'était vers le 20 septembre 99, lorsque j'ai rencontré pour la première fois Monsieur Courtois à Ljubljana. Il venait à la conférence de presse organisée par la Nouvelle Revue, parce qu'il avait la traduction du livre noir du communisme. Donc, les Slovènes, nous sommes, comment dirais-je, très sages en ce qui concerne. Donc, nous avons traduit le livre 2 ans après sa parution, tandis que une grande nation comme la chinoise donc attend encore donc le livre noir paraîtra, je pense, dans ces jours-là en chinois. Voilà ce que fera enrichir Robert Laffont comme maison d'édition, que M. Courtois a dit, donc seront milliardaires, parce qu'il y a c'est une nation de 1 milliard, 3 habitants, je pense. Donc, Ah oui, oui. si 10% des Chinois donc, achètent le livre du communisme, bah, vous êtes là, c'est de la fortune. Vous êtes milliardaire. Ma Je retraite est m'arrête. assurée. Non, je voudrais être sérieux en ce qui concerne donc le fait que j'ai rencontré alors Monsieur Courtois et que je suis resté en contact et que c'était toujours donc là je puisais dans ces livres. Là, il y a une chose qui m'a particulièrement attiré, qui n'a aucun rapport avec le communisme yougoslave slovène, c'est l'histoire de Jeune Fried. Bon, la mise en lumière, donc ce qui était vraiment le chef du parti communiste secret, bon, de l'année 30 jusqu'à l'année 39. C'est vraiment une monographie qui a fait date. Pourtant, Monsieur Courtois était toujours, comment dirais-je, un précieux guide pour moi. Pour moi. Donc, la pensée qu'on voit, qui analyse, donc, et surtout les conclusions, eh ben, j'avais l'intuition et donc ce que ma raison me disait, je suis cartésien de, de vocation et bon, je dirais d'origine, que c'était là, la réponse à cette grande question qui a tourmenté le XXe siècle, la question du totalitarisme, c'était là. C'était là. C'était dans deux citations que j'ai proposées à Monsieur Courtois, que j'extrais donc avant donc lorsque nous avons préparé l'édition, donc deux citations qui sont fondamentales, donc deux paragraphes fondamentaux pour comprendre le XXe siècle, donc le crime et la réaction et les choses qui se passent post festum. Est-ce que la mort d'un enfant qui est mort lorsqu'il était acculé à la famine provoquée, qui était une arme puissante du régime soviétique, est-ce que cela vaut, et M. Courtois a mis entre les guillemets parce que c'est très important, est-ce que cela vaut la mort d'un enfant mort dans le camp d'extermination nazi, oui ou non? Mais oui, c'est le même plan de la tragédie planétaire, les idéologies néfastes. Et là, c'est avoir, franchement, chapeau bas pour le courage d'avoir formulé une telle constatation. Parce qu'il faut du courage pour cela. Bon, j'étais pris par ces idées parce que je savais que l'explication à tout ce qui nous est arrivé au XXe siècle, c'est là. C'est là, dans la préface au livre noir, dans ces deux paragraphes que je lirai soigneusement avant
donc donner la parole à Monsieur Courtois. Donc, vous me permettez que je lise. Donc, le génocide de classe rejoint le génocide de race. La mort de faim d'un enfant de Koulak, ukrainien, délibérément acculé à la famine par le régime stalinien, vaut, entre les guillemets, j'y insiste, la mort de faim d'un enfant juif du ghetto de Varsovie acculé à la famine par le régime nazi. En rajoutant, ce constat ne remet nullement en cause la singularité d'Auschwitz. Donc c'est de la préface, c'est parfaitement. Donc là, ma question serait, comment cette thèse a-t-elle été reçue, Monsieur Courtois? Ah, ben cette thèse. Alors, vous savez, ayant quand même été un militant maoïste, j'ai quand même appris, grâce aux maoïstes, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'agite-prop, agitation, propagande. Donc, quand nous avons fait le livre noir du communisme, bien entendu, nous l'avons fait à plusieurs, nous avons eu de nombreuses réunions de travail autour de ce livre avant qu'il paraisse, et je vous assure que jamais nous n'avons imaginé, mais une seconde, que ce livre pourrait être un best-seller, et un best-seller mondial. Donc, on n'y a même pas pensé, ça n'était même pas dans notre esprit. Bon, hein. Et je peux vous assurer que le jeudi 7 novembre 1997, pour le 80e anniversaire de la Révolution d'octobre, quand le livre a été en librairie, je me suis levé le matin, j'ai pensé, ça y est, le livre noir, c'est terminé, je vais pouvoir m'occuper d'autres choses, des travaux que j'avais laissés de côté, mais que je vais reprendre, etc. Et puis, à 11h du matin, à 10h15 du matin, une de mes filles est descendue sur les boulevards où il y avait une grande librairie, et elle est remontée, elle m'a dit « Ah, papa, j'ai vu quelqu'un déjà qui a acheté ton livre. » Ah ben, j'ai dit « C'est très bien. » Et puis d'un seul coup, à partir de l'après-midi, ça a été une folie furieuse avec une polémique extraordinairement violente, en particulier à cause de la phrase que vous avez citée et que j'avais mise à dessein, parce que ce n'est pas une question de courage, mais c'est une question plutôt, je dirais, d'honnêteté intellectuelle. Quand on réfléchit et qu'on a trouvé un certain nombre de vérités historiques, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de les dire. Alors si en plus on n'a pas le courage de les dire, c'est pas la peine de faire de l'histoire. Bon, et alors c'était très intéressant parce que dans les mois qui ont précédé la publication, quand j'ai transmis le texte de Céphas à la personne qui s'occupait du livre chez l'éditeur, Robert Laffont, c'était tout à fait extraordinaire parce que cet homme qui s'en occupait, Charles Ronsac, avait 90 ans. Il avait été communiste dans les années 1927-28, il était juif, et c'était un homme extraordinairement intelligent et un très grand éditeur qui avait publié, il avait publié Bukowski, il avait publié Golda Meir, il avait publié des noms très célèbres, et donc il m'a téléphoné, il m'a dit « Stéphane, il faut que je vous voie ». Alors je suis venu le voir, et il m'a dit « Là, il y a une phrase que vous ne pouvez pas laisser ». Ah, je lui ai dit « Charles, là, on ne va pas être d'accord ». Je lui ai dit « Réfléchissez bien, et demain matin, vous allez me retéléphoner, vous allez me donner les raisons pour lesquelles je ne peux pas mettre cette phrase ». Et le lendemain, il m'a téléphoné, il m'a dit « Je suis d'accord, on la garde ». Donc, vous voyez, même lui qui avait une très grande expérience, il était très conscient que cette phrase allait faire sauter beaucoup de choses. Bon. Et alors, ça n'a pas manqué, évidemment. Il y a eu une très violente polémique, tout simplement parce que la comparaison, je ne dis pas l'identification, hein, je n'ai jamais dit le nazisme, c'est le communisme, mais le simple fait de penser qu'on peut comparer en partie, pas totalement, mais en partie, deux grands régimes totalitaires, le nazisme et le communisme, c'était quelque chose d'absolument impensable en France. Hein. C'était impensable en France. Hein. Et d'ailleurs, Hannah Arendt avait été très peu traduite. Les travaux sur le totalitarisme étaient très faibles en France. Hein. Et ça a d'ailleurs été un des grands résultats de ce livre. Pour moi d'abord, vu la polémique très violente qu'il y a eu,
et pas seulement en France, hein, parce qu'ensuite, le livre est allé dans toute l'Europe, j'ai compris que le point aveugle de l'histoire européenne, c'était ça. C'était la comparaison nazisme-communisme. Et évidemment, alors à partir de là, j'ai organisé 4 grands colloques internationaux à partir de 1999-2000 à Paris sur le totalitarisme. Hein. Et puis, j'ai encore plus précisé en portant l'attention sur le cœur du problème, l'alliance Hitler-Staline 1939-1941. Parce que là, là, il n'y avait plus de discussion possible. Et maintenant, les archives soviétiques s'ouvraient. Donc ça changeait tout. On avait toutes les preuves en main, là, il n'y avait plus de discussion possible. Hein. Les protocoles secrets, etc., etc. Hein. L'assassinat des officiers polonais à Katyn et dans d'autres lieux. On avait tous les ordres du bureau politique, tout ça. Et on avait même les rencontres entre le NKVD et la Gestapo pour régler le sort des Polonais en 39-40. Donc là, il s'agissait d'une véritable alliance. Pour conclure sur ce point, à partir de là, j'ai fait quand même remarquer que si Hitler n'avait pas attaqué Staline en juin 1941, nous avions en juin 1941 un immense espace qui allait de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et de l'océan et du pôle Nord jusqu'à la Méditerranée, qui était entièrement aux mains de 2 grands régimes totalitaires qui pratiquaient une terreur de masse absolument terrible et où l'idée de démocratie avait totalement disparu. Donc ça devrait faire réfléchir. Alors, votre ouvrage montre qu'en 100 ans de communisme, dans le monde, il y a eu plus de 100 millions de morts. Oui. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent encore communistes. D'où est-ce Mais d'abord, il y a encore des pouvoirs communistes très puissants. Hein. Si vous prenez la Chine, vous avez quand même en Chine un tout petit parti communiste de 85 millions de membres. Vous vous rendez compte ? 85 millions de membres. Il y a plus de communistes en Chine que de Français en France quand même. Bon, hein. Vous avez la Corée du Nord, vous avez le Vietnam, vous avez Cuba, et vous avez des régimes qui n'en sont pas très loin, comme le régime vénézuélien, le régime du Nicaragua, etc. Bon, donc ça c'est un premier problème. Hein. Et ces gens-là continuent d'entretenir l'idée communiste et de financer des groupes communistes dans le monde entier. Bon, ça c'est très important. Et puis vous avez tous les anciens groupes communistes qui étaient rattachés à Moscou, qui étaient rattachés à Pékin, ou qui étaient même rattachés aux Nord-Coréens et qui n'acceptent pas de reconnaître que d'abord ils se sont conduits comme des imbéciles. Parce que quand on vit dans un régime démocratique et qu'on entretient des idées totalitaires, il faut quand même être stupide. Hein. Si on est dans un régime totalitaire et qu'on est soumis à la terreur et qu'on est obligé de tenir des discours totalitaires, ça peut se comprendre. Mais si on est en démocratie et qu'on continue à tenir des discours totalitaires, c'est vraiment insupportable. Ça démontre soit une imbécilité, soit un fanatisme total. Bon. Et donc, mais vous avez raison, ces gens-là persistent. Qu'ils soient trotskistes, qu'ils soient communistes orthodoxes, par exemple le Parti communiste français, ou qu'ils soient même encore des maoïstes. Hein, on a encore des groupes maoïstes. Bon. Et ça dans toute l'Europe. Et en plus, une partie de ces gens-là se sont reconvertis dans le mouvement écologiste. Donc, voilà, on en est là. Alors, vous êtes un des historiens qui affirme que le pape Pie XI a condamné le communisme, le nazisme et le fascisme. Quelles sont les prises de position de l'Église vis-à-vis de ces régimes totalitaires? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les prises de position. Alors d'abord nuancé parce que le Vatican a fini en 1929 par passer un concordat avec le fascisme de Mussolini. Et Mussolini a très bien compris qu'il ne pourrait pas établir en Italie un totalitarisme absolu à cause précisément de la présence massive des catholiques. Et que les catholiques... Alors, le pape Pie XI, qui était si bête, a fait quand même pas un message, je dirais par un message presque
clandestin à Mussolini quand, en 1937, il a donné coup sur coup, à 15 jours d'intervalle, 2 encycliques, une contre le communisme, et ensuite, 15 jours plus tard, une encyclique contre le nazisme, et qui étaient des encycliques très dures sur le thème. Ce sont des mouvements et ce sont des idées anti-humaines, inhumaines, anti-humaines, et c'est dans cette fameuse encyclique sur le communisme qu'il avait expliqué que le communisme était une idée intrinsèquement perverse, hein, ce qui était quand même très fort. Mais il ne faut pas oublier, alors ce qui est assez amusant, c'est que le pape a commencé par publier l'encyclique contre le communisme. Évidemment, les communistes ont protesté, les socialistes français ont protesté, etc. Et puis 15 jours après, il a fait lire le Dimanche des Rameaux 1937 dans toutes les églises d'Allemagne, à porte fermée, alors même que la Gestapo n'avait rien vu. Il a fait lire son encyclique dans toutes les églises d'Allemagne. Hein. Donc, alors évidemment, ça n'a pas amélioré les relations entre le Vatican et le régime nazi, mais Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... c'est son encyclique contre le nazisme, hein, qui a été lu Oui, dans les absolument. églises. Voilà. Il a fait lire dans les églises en Allemagne, dans l'Allemagne nazie. Hein. Et il faut savoir que le légat du pape, enfin le représentant du pape en Allemagne à cette époque-là, c'était Pacelli. Or, c'est Pacelli qui a fait rédiger cette encyclique, et c'est Pacelli qui deviendra Pie XII, hein, qui succédera à Pie XI, qui est décédé peu de temps après ses encycliques en 1938. Donc, l'Église, il n'y a pas de doute que l'Église avait pris une position fondamentale, anti-totalitaire, même si à l'époque le mot totalitarisme n'était pas utilisé parce que il avait été inventé quelques années plus tôt, il n'était pas encore vraiment dans les vocabulaires. Mais en tout cas, le simple fait de dénoncer une pensée et un mouvement politique comme anti-humain, je crois que c'était assez clair. Alors, Boshtan, Et c'est bien le problème, c'est que les régimes totalitaires détruisent la personne humaine. C'est bien ça le problème. alors Boshtan, qu'est-ce que tu en penses Oui, je suis d'accord. Sauf que je voudrais tourner attention à un autre ouvrage, un autre livre qui a aussi fait date et qui a paru lors du centenaire de la Révolution d'octobre. Et donc, il y a 20 ans de décalage entre le livre noir et le livre dont Lénine, inventeur du totalitarisme. Un livre, un ouvrage qui est un livre de référence, absolument. Donc, c'est la monographie de Lénine. Là, 2/3 de la monographie, c'est donc de Lénine est consacré à la jeunesse, à la formation de Lénine, donc à la mise en évidence des événements qui ont influencé la psychologie de Vladimir Ulyanov. C'est très intéressant, donc surtout Nechayev, que faire, donc une analyse très approfondie avec une conclusion qui s'ensuit logiquement et qui établit Lénine comme le premier, donc le chef le chef révolutionnaire et l'instigateur de la Terreur rouge. C'est-à-dire que pour mener à bien une révolution, il faut nécessairement une guerre civile. Alors il faut profiter de la guerre civile pour qu'il y ait des circonstances qui permettent c'est-à-dire de aller au fond, donc de faire valoir la terreur d'une façon, comment dirais-je, maximale. Voilà, c'est un parallèle entre la Yougoslavie parce que les partisans de Tito, ils ont eux-mêmes donc profité de la guerre civile qui ravageait la monarchie de Yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'exacerber afin de mener à bien le projet révolutionnaire yougoslave. Là, c'est un parallèle qui est bon, très instructif. Donc, ce qui va dire une chose qui est
très difficilement acceptable par les communistes, c'est que, et là je pose la question à M. Courtois, est-ce que la révolution communiste, étant donné qu'elle est reliée génétiquement à une guerre civile, à la nécessité de la guerre civile, est-ce qu'elle est donc intrinsèquement criminelle? Donc je pense aussi à la vision essentialiste de Nolte du communisme, qui est donc une vision criminelle. Voilà. Mais vous savez, le problème est quand même assez simple, y compris depuis l'Antiquité grecque. Hein. Est-ce que on arrive à faire la paix dans la cité, ou bien est-ce que c'est la guerre civile dans la cité? Bon, ce sont des problèmes pratiquement depuis que la politique existe, depuis 3000 ans, le problème est posé. Bon, donc, mais ce problème a été fortement réactivé et reposé avec une très grande violence par la Révolution française, il ne faut pas l'oublier. C'est la Révolution française qui a remis à l'ordre du jour la guerre civile en relation avec une révolution. Bon, la France a réussi à sortir de ce désastre après la chute de Robespierre. Hein. On a trouvé un Bonaparte qui est devenu Napoléon, qui a réconcilié les Français. Alors on a encore fait quelques tentatives révolutionnaires, mais après la Commune de Paris, on a instauré la République et les Français, d'une certaine manière, se sont réconciliés, même s'il y a toujours eu des tensions sociales, politiques, économiques, etc. Bon, le propre de Lénine, c'est qu'effectivement, il a remis à l'ordre du jour, derrière l'idée révolutionnaire, la nécessité de la guerre civile. Je vous rappelle que c'est son grand slogan de l'automne 1914. Il faut transformer la guerre impérialiste, donc la guerre qu'il y avait entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Il faut transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Hein. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et c'est quelque chose... Alors, vous pouvez le remarquer, Bostian Turk le fait remarquer, mais il est vrai que depuis 1973, que j'ai donc repris des études, commencé des études d'histoire et commencé en même temps cette réflexion sur le communisme, qui était aussi une réflexion personnelle, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait entraîné dans ce mouvement pendant des années, hein, et qui aurait pu me mener en prison ou n'importe où. Bon, j'étais obligé de faire tout un travail de déconstruction de ma pensée communiste, hein, et en particulier sur la guerre civile et la terreur. Quand j'étais maoïste, chaque fois que je lisais un texte de Lénine à la gloire de la terreur et de la guerre civile, mais j'applaudissais des deux mains, évidemment. Formidable, c'est ce qu'il faut. Exterminons les bourgeois, exterminons les contre-révolutionnaires. Donc, petit à petit, c'est petit à petit que je me suis aperçu que, finalement, la guerre civile était au cœur de la pensée de Lénine. Depuis 1905 au moins. Depuis 1905. Et qu'elle était, et là c'est dans le prochain livre que je vais publier, qu'elle était aussi au cœur de la pensée de Marx. C'est Marx qui a remis cette pensée de la guerre civile, surtout après la Commune de Paris. Hein. Dans son livre sur la Commune de Paris, qu'il a publié quelques mois après la défaite de la Commune de Paris, et qui est un livre qui s'appelle « La guerre civile en France », il chante la gloire de la guerre civile et il explique qu'il ne peut pas y avoir de révolution sans guerre civile. Hein. Alors, bien sûr, c'était dans un livre qui a été peu diffusé, etc. Mais Lénine, quand il a lu ça, il a littéralement, comme on dit, il a flashé. Il a dit, voilà, c'est ça l'idée. Et surtout à partir de 1905, hein, avec le premier soulèvement révolutionnaire qu'il y a eu en Russie. Et il a parfaitement compris qu'en situation de guerre civile, et je renvoie à ce que veut dire Bostian Turk, en situation de guerre civile, l'État n'est plus là, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de légalité, il n'y a plus de légitimité, c'est donc une autoroute pour les révolutionnaires. Hein, ils peuvent imposer un nouveau type de pouvoir et ils se sentent légitimes à exterminer leurs adversaires politiques. Bostian? Oui, donc là, je voudrais un peu enchaîner par donc le communisme yougoslave qui intéresse parce que le communisme yougoslave comprend le communisme slovène, donc c'était un seul État pendant 70 ans. Je voudrais un peu enchaîner de la sorte que Tito a profité de la guerre
civile pour mener à bien la révolution, qui était extrêmement sanglante parce que ça a coûté après l'armistice, après que l'armistice a été signé, donc c'était en mai et en juin 1945, on a massacré, donc les partisans de Tito ont massacré euh, entre 100 000 et 150 000 personnes, c'était des prisonniers de guerre et surtout des civils. Bon, et c'était un régime staliniste jusqu'à la rupture en 1948 avec Staline, et puis une sorte de, entre les guillemets, l'autonomie yougoslave par rapport, l'autonomie du communisme ou du socialisme yougoslave par rapport au bloc de l'Est, une autonomie que j'ai remis en question parce que voilà ce que j'ai pensé, ce qu'un texte que j'ai soumis à Monsieur Courtois, et donc aussi un des sujets de nos débats, ce que je pense que c'était un conflit artificiel parce que si Staline avait voulu écraser Tito, il l'aurait fait. Il a dit que je bouge de petits doigts. Il a dit que je bouge de petits doigts. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il a discipliné toutes les démocraties populaires, soi-disant. Donc, le Moscou est intervenu pour étouffer donc les mouvements de démocratisation, que c'était en Hongrie, que c'était en Tchécoslovaquie, etc. Là, l'Union soviétique n'est pas intervenue. Je pense que la raison en est que dans le système postcolonial, c'est-à-dire que dans les années 60, dans les années 70, Tito a recruté une armée très très puissante, soit entre les guillemets une armée, de ce qui s'appelle du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire il a fait une chose qui lui était impossible s'il était rangé de côté de Moscou, s'il était resté un communiste officiel. Voilà ce qu'il a légitimé et ce qui lui a permis de recruter un mouvement qui, avant sa disparition, dont je pense la disparition de Tito, donc c'était la conférence à Havana, donc a regroupé presque 2 tiers de l'humanité. C'est-à-dire le mouvement communiste et le mouvement postcolonial, fin des années 70, recrute presque 2 tiers de l'humanité. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a la Chine, il y a l'Union soviétique, donc l'exception, les États-Unis, les démocraties occidentales, etc. Donc c'était comme une sorte comment dirais-je, imposture. Bon, c'est un sujet qui reste ouvert, aussi un sujet de l'identité de Josip Broz et de Tito. Est-ce une seule personne ou non? J'ai bombardé M. Courtois avec les mails en lui fournissant voilà ce que je pense, le matériel photographique, c'était hier, etc. Bon, si vous avez un commentaire là-dessus, je vous serais reconnaissant. Oui, alors Tito, c'est évidemment une figure vraiment importante de ce que mon professeur, parce que j'ai quand même eu, si j'ai pu progresser comme ça dans la connaissance du communisme, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui était une ancienne communiste ultra-stalinienne qui avait rompu avec le communisme et qui était la grande pionnière des études sur le communisme en France. Je veux parler de Annie Kriegel, hein, et donc Ouais. voilà, Or Annie Kriegel avait publié en 1984 un article et un livre très important intitulé Le système communiste mondial. Le système communiste mondial, elle montrait et elle avait conçu, elle avait créé un concept qui expliquait comment tout tous ces partis communistes, ces mouvements communistes, ces groupes communistes, etc., s'articulaient complètement de manière extraordinairement cohérente autour du Parti communiste d'Union soviétique, etc. Hein, il faut quand même rappeler qu'à la grande époque, justement avant la rupture avec les Chinois, donc au milieu des années 50, le système communiste mondial, c'était près de 80 partis communistes qui étaient sous la coupe
du Parti communiste d'Union soviétique, et le Parti communiste d'Union soviétique les contrôlait de très près. Et d'ailleurs, Bostian Turk a fait allusion à ce fameux Eugène Fried, qui était le vrai chef entre 1930 et 1939 du Parti communiste français, et qui était un homme du Comintern, donc de l'international communiste, et qui contrôlait tout. Il contrôlait jusqu'aux candidats pour des petites élections locales, etc. Voilà, et il y avait le fameux service des cadres, qui était contrôlé depuis Moscou, et qui était le service du personnel du communisme international. Il y avait à Moscou, au comité central, un service qui s'occupait de tous les communistes dans le monde. Ils étaient vérifiés, ils avaient leurs fiches, etc. On savait tout sur eux, leurs femmes, leurs enfants, etc., etc. Bon. Donc Tito, il n'y a pas de problème que lui, il est un pur agent du Comintern au départ, en 1920, 30, 40. Bon, simplement les circonstances de la Deuxième Guerre mondiale lui ont donné une situation un peu particulière parce qu'il a réussi à embobiner les Anglais. Bon, il a embobiné Churchill, et il a embobiné Churchill principalement parce qu'il y avait un agent communiste au Caire, où était un état-major britannique qui recevait les messages de Tito, mais qui recevait aussi les messages de Mihailovitch. Mais cet agent communiste, évidemment, supprimait tous les messages de Mihailovitch et ne faisait valoir que les messages de Tito. Donc Churchill, qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, s'est dit, bon voilà, Tito c'est un homme formidable, d'ailleurs il n'est pas tellement communiste, etc. Comme Tito était un malin, il l'a roulé, comme on dit, il l'a roulé dans la farine. Et il a pris le pouvoir en 1945, très bien, il a effectivement mené une guerre civile féroce. Et je me souviens très bien, quand je suis venu à Ljubljana pour la première fois, c'était le moment où on venait de découvrir d'immenses fosses communes près de Maribor, pour la construction d'une autoroute. Et d'un seul coup, les bulldozers venaient de rentrer dans des milliers de corps, de cadavres. Enfin, c'était terrible. Bon, donc je me souviens très bien de ce moment. Alors, reste ensuite la rupture. Bon, la rupture, je pense qu'il y a eu rupture parce qu'effectivement, Staline a dit si Tito m'embête, je lève le petit doigt, il est mort. Mais le problème, c'est que Tito avait été formé à l'école de Staline. Il savait très bien ce qui allait lui arriver si Staline s'occupait de lui. Donc, je crois qu'il a quand même pris les devants et il a liquidé pas mal de staliniens dans la fameuse île de Goliotok. Le problème, c'est que Staline, pendant un temps, ne pouvait pas trop toucher à Tito, parce que la Yougoslavie de Tito était la base arrière de la guerre civile grecque. Il ne faut jamais oublier ça. Et cette guerre civile n'a été arrêtée par Staline qu'en 1949. Bon, et ensuite, il a fallu rapatrier tous les communistes grecs en Bulgarie, en Roumanie et ailleurs, et en Tchécoslovaquie, etc. Donc, et le problème, c'est que Tito est allé trop loin. Il a voulu faire cette fameuse fédération balkanique avec Dimitrov. Dimitrov, lui, était un membre de la haute nomenclatura soviétique. Donc Dimitrov, il a tout de suite obéi. Mais Tito, vous savez, ça n'est pas moi qui vais vous présenter Tito. Vous connaissez l'hyper-narcissisme du camarade Tito, maréchal, etc. Enfin bon, il se prenait pour un dieu. Alors bon, mais ce qui est intéressant, je vous signale que vient d'être publiée en France une biographie de Molotov. Et dans cette biographie, faite par son petit-fils, il y a tout un passage sur les retrouvailles entre Khrouchtchev, le bureau politique soviétique, qui vient à Belgrade en 1955. Et c'est une des raisons de la bataille entre Khrouchtchev et Molotov, parce que les vieux staliniens n'acceptent pas qu'on vienne se coucher devant Tito. Ça, ils trouvent ça intolérable. Bon, mais Khrouchtchev, lui, et là, Bostian Turk a raison, Khrouchtchev, il sait très bien ce qu'il fait. Tito étant considéré comme un anti-stalinien, donc un anti-communiste, il va servir à créer ce fameux mouvement des non-alignés, qui en réalité est un mouvement qui va être extraordinairement utile au système communiste international pendant toutes les années, au milieu des années 50 et surtout 60-70, y compris avec Cuba et puis Nehru, l'Inde, etc. Bostian Turk a raison, les 2/3 de l'humanité étaient des non-alignés. Sauf que ces non-alignés étaient totalement alignés sur Moscou. C'est bizarre. Oui. Alors, moi, j'ai un petit peu avancé sur notre débat.
Je vais en Oui. venir jusqu'à la chute du mur de Berlin, quand on a en fait vu dans tout le monde les atrocités du communisme, en fait, d'où ça venait, à quoi ça menait. Bon nombre d'intellectuels de gauche en Europe ont changé de bord tout d'un coup et ont pris alors de grandes fonctions dans nombre d'États européens, comme socialistes et libéraux. Par exemple, Barroso à la tête de l'Union européenne. Oui. De la Commission européenne, je m'excuse. Est-ce seulement un hasard? Où pouvons-nous nous poser des questions sur les vraies intentions de l'Union européenne? Surtout quand on sait que le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, était un instructeur national socialiste. Le livre « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu » de votre compatriote Philippe de Villiers fait nombre de découvertes qui frustrent tout Européen. À cela, nous pouvons citer l'analyse de Vladimir Bukovski dans son livre « L'Union européenne, une nouvelle URSS ». Et c'est pour ça que je demande aux téléspectateurs de regarder ce passage. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version we can get the answer. The Soviet Union was governed by 15 unelected people who appointed each other and who were not accountable to anyone. The European Union is governed by 24 people who appoint each other, meet in secret, and are not accountable to anyone, and whom we cannot sack. One might say that the EU has an elected parliament. Well, the Soviet Union had a parliament of a sort too, the Supreme Soviet, which just rubber-stamped the Politburo decisions, pretty much like the European Parliament does, where speaking time in the chamber is limited within each group and often amounts to 1 minute per speaker. In the EU, there are hundreds of thousands of bureaucrats with their huge salaries, their staff, servants, bonuses and privileges, their lifelong immunity from prosecution, which is simply shuffled from one position to another, no matter what they do or fail to do. Is this not exactly like the Soviet regime? The Soviet Union was created by coercion and very often with a military occupation. The European Union is being created admittedly not by armed force, but by coercion and economic bullying. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The moment it stopped spreading, it started collapsing. And I suspect the same is true of the European Union. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French, they want you all to be a new historic entity, European, to suppress all your national feelings and live as a multinational community. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. Corruption was built into the Soviet system from top down, and so it is in the EU. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Those who oppose or expose it are silenced or punished. Nothing changes. In the Soviet Union, we had a gulag. I think we have a gulag in the European Union also, an intellectual gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender, or if their views differ from those approved, they will be ostracized. This is the beginning of the gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war. In the European Union, they are telling you exactly the same thing. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. But again,
Like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. Unfortunately, when it collapses, and it will leave immense destruction behind, and we will be left with huge economic and ethnic problems. The old Soviet system was incapable of reform, so is the European Union. But there is an alternative to being ruled by those 24 self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work. Alors, Monsieur Stéphane Courtois, qu'en pensez-vous? Ah, alors là, vous posez beaucoup de questions. Il y a d'abord la première question, c'est la sortie des régimes communistes européens, la sortie de communisme en 1989-91. Et là, il faut bien dire que tous les pays à régime communiste ne sont pas sortis du communisme de la même manière. Certains sont sortis par une vraie révolution anticommuniste, mais par exemple en Tchécoslovaquie, la révolution de velours, ou bien dans les États baltes, où véritablement il y a eu une révolution anticommuniste en 89, 90, 91. Donc là, il y a eu une révolution anticommuniste. Il y a des pays où les communistes les moins stupides, les plus jeunes en fait, se sont convertis à la démocratie. C'est d'une certaine manière ce qui s'est passé en Pologne. En Pologne, des communistes ont négocié avec Solidarité, etc. Et puis une fois que le général Jaruzelski a été dégagé, eh bien, après Wałęsa, premier président démocrate de Pologne, c'est un ex-communiste qui a été président. Et les choses semblaient se passer assez correctement. Il y a eu alors ça, c'est une conversion à la démocratie. Il y a ce que j'appelle les reconversions. Reconversion professionnelle, entre guillemets. Et la Roumanie est l'exemple parfait. Monsieur Iliescu, le pire stalinien, est soudain apparu avec une étiquette de social-démocrate, et a maintenu en place toute l'oligarchie communiste qui contrôlait tout. Et là, c'est une pure reconversion. Ce sont des communistes qui ont changé d'étiquette. Hop là, communiste, social-démocrate, terminé. Et dans cette affaire, et là je renvoie à l'Europe, l'internationale socialiste a joué un rôle absolument désastreux, parce qu'elle a cautionné ces gens-là. Et puis alors, il y a un quatrième cas, qui est le problème de l'involution. Non plus de la révolution, de l'involution, c'est-à-dire d'un retour en arrière. Alors la Russie en est, à mon avis, un bon exemple. En 1992, 93, 94, moi j'étais à Moscou dans les archives, on avait vraiment l'impression qu'on allait aller vers une démocratie. Et puis bon, 6 ou 7 ans plus tard, M. Poutine est arrivé et on a très bien vu que le KGB n'avait pas lâché la main et était derrière toutes les affaires. Et nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Il y a eu l'Ukraine, il y a eu tous ces problèmes. Et donc, on a une involution, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la démocratie, on a un retour en arrière. Donc voilà, il y a, à mon avis, il y a 4 cas de sortie assez différentes. Qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Alors maintenant, concernant l'Europe et en particulier l'analyse de Boukowski, Vladimir Boukowski, je l'ai très bien connu, je l'ai reçu chez moi, je l'ai vu à de nombreuses reprises, j'ai même assisté j'étais présent lors du déjeuner avec l'éditeur où a été conclu le fameux livre qu'il a sorti sur l'Europe. Donc, et nous avons eu des discussions acharnées sur cette question parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. Il avait une tendance à comparer l'Union européenne à l'URSS. Il ne faut quand même pas exagérer. L'URSS était un régime totalitaire. L'Union européenne est formée de pays démocratiques. Alors bien sûr, il y a à Bruxelles une énorme bureaucratie, tout le monde le sait. Bon, et on voit bien dans cette affaire de pandémie que la bureaucratie bruxelloise est peu compétente. Bon, pour les masques, pour les vaccins, etc. Mais quand même, nous sommes dans une Union européenne démocratique. Alors bien entendu que dans cette Union européenne démocratique, il y ait des gens, je pense par exemple aux socialistes. Monsieur Borrell, le socialiste espagnol qui vient d'aller à Moscou, qui s'est fait totalement rouler dans la farine par les Russes. Mais quand j'ai appris ça, ça ne m'a pas surpris.
parce que je connais M. Borrell, et M. Borrell est un socialiste espagnol qui a toujours eu en tête la guerre civile espagnole, abat la monarchie espagnole, rétablissons la République, etc. Hein. Et donc, quelque part, il y a toujours cette espèce de révérence à l'égard des Russes qui, en fait, étaient les Soviétiques. Et les Soviétiques avaient soutenu la République espagnole dans son combat contre Franco. Donc ça, c'est dans les têtes de tous les socialistes espagnols. Hein. Et donc, c'était une bêtise absolue de l'envoyer discuter de Navalny, alors que quelque part, Borrell doit penser que Navalny est quand même quelqu'un de peu recommandable, hein, et que quand même les Russes sont ces gens qui ont vaincu le fascisme. Hein, vous savez, c'est ce prestige des soviétiques d'avoir vaincu le nazisme, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant dans toute l'Europe occidentale, et en particulier chez les Français et chez les Espagnols. Hein. Donc voilà, et chez les socialistes, bien sûr, hein, chez les socialistes. Bon, donc alors, voilà un problème, bon, assez sérieux. Et puis, autre chose, juste un point, il ne faut pas oublier que M. François Mitterrand, quand il s'est emparé du Parti socialiste français en 1971, il a noué une alliance avec le Parti communiste, qui à l'époque était beaucoup plus puissant que le Parti socialiste. Et donc, François Mitterrand avait besoin de cadres politiques pour combattre les communistes dans le cadre de son alliance. Et qui est-il allé chercher? Tous les leaders gauchistes qui avaient compris que la révolution ne menait à rien et que si on voulait aller au pouvoir, il fallait rentrer au Parti socialiste. Hein. Et ça, François Mitterrand s'en moquait. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de devenir président de la République. Mais pour ce qui est de l'idéologie du Parti socialiste français, c'est une idéologie très largement marquée par le léninisme, hein, les trotskistes et les maoïstes. La crise de Covid-19 nous prépare à un nouvel ordre mondial. À quels signes doit-on être attentif pour se prévenir d'une nouvelle forme de dictature, sachant que la Chine reste pour bon nombre de personnes une référence pour la lutte contre cette épidémie? En fait, on voit bien que la Chine, avec la route de la soie et tout ça, elle devient de plus en plus très influente. Et économiquement, la diplomatie, elle est de plus en plus forte. L'intelligence artificielle... on voit plein de spectres qui montrent que en fait, notre société en fait, s'agenouille ou alors se rapproche de ce régime-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'inquiète beaucoup. Nous avons ici en France et dans toute l'Europe occidentale, et peut-être chez vous aussi, tout ce mouvement écologiste qui nous explique que dans 100 ans, la planète va mourir, etc., etc. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que dans 50 ans, la Chine va diriger chez nous, hein, si on ne fait rien. Hein, là est le vrai problème. Hein. Or, il est clair que la Chine est en train de devenir la deuxième puissance mondiale, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est une dictature absolument féroce. C'est un régime totalitaire, et là aussi, je pense qu'on a un mouvement d'involution, parce que dans les années 90-2000, on a pu penser que la Chine allait se démocratiser en partie. On voyait, il y avait une espèce de classe moyenne qui apparaissait en Chine. On avait énormément de touristes chinois qui se déplaçaient dans le monde entier, dans les universités américaines, etc. Et on pouvait penser qu'il allait y avoir une espèce de contamination de la Chine par la démocratie. Mais ce que nous voyons depuis 10 ans, c'est l'exact contraire. Depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir, et Xi Jinping, ne l'oublions pas, est le fils d'un des fondateurs du communisme chinois, hein, eh bien, nous avons au contraire un durcissement considérable en interne de la Chine et vis-à-vis de l'extérieur. Il suffit de voir toutes les tentatives d'expansionnisme chinois. En interne, il suffit de voir ce qu'ils ont fait à Hong Kong, ce qu'ils font avec les Ouïghours, etc. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous avons en Chine, et ça a toujours été le cas du Parti communiste chinois, le Parti communiste chinois a toujours eu, en dehors de la dimension proprement communiste, une dimension nationaliste. Or, nous avons maintenant un Parti communiste chinois, je l'ai dit, très important, 85 millions de membres, qui est une véritable armée ultra disciplinée. Hein. Monsieur Xi Jinping n'hésite pas à faire fusiller les gens qui ne lui conviennent pas. Bon. Et donc nous avons un pouvoir chinois qui est commandé d'une part par la pratique communiste totalitaire, totalement dictatoriale,
totalement dictatorial qui n'a aucun respect de la personne humaine et de la démocratie, et de l'autre part, une idéologie ultranationaliste, digne des nazis, pratiquement raciste, parce que la manière dont ils se conduisent contre les Ouïghours, c'est un comportement raciste, et donc nous avons une convergence d'une idéologie rouge et d'une idéologie brune, et ça peut être extraordinairement dangereux dans un pays qui va devenir la deuxième puissance mondiale et qui ne cache pas ses ambitions de dominer le monde en 2049 pour le centenaire de la révolution chinoise. Hein, donc ça, voilà les vrais problèmes. Voilà à quoi les Européens devraient réfléchir très sérieusement. Alors, heureusement, je dis heureusement parce qu'à mon avis, M. Trump a eu un avantage, il a mis le doigt sur le problème chinois. Mais je pense qu'il n'était pas assez professionnel en politique internationale pour mettre en place une stratégie de ce qu'il faut bien appeler le containment. Il faut rappeler qu'après 1945, les États-Unis ont mis en place une politique internationale de containment du communisme. Hein, mais là, le problème, ça va être le containment des Chinois. Et les Chinois sont des gens extraordinairement habiles. Ce sont de grands stratèges communistes. Hein, et ils se sont servis, alors que c'est eux qui ont créé la pandémie, involontairement. Mais elle est partie de chez eux. Et ils ont tout fait pour ne pas en parler pendant au moins 2 mois. Hein, ils ont même condamné les médecins qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Mais très habilement, ils s'en sont servis pour promouvoir leur image, hein, de merveilleux Chinois très gentils qui vendent des masques à tout le monde, etc., etc. Bon, mais c'est notre faute. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la seule usine française qui fabriquait des masques contre l'épidémie a été fermée il y a 3 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre bureaucratie est totalement stupide. Bon, comment se fait-il que l'Europe n'ait pas été capable de mettre en place un dispositif de fabrication rapide de vaccins? C'est parce que nous avons une bureaucratie stupide qui ne comprend pas les enjeux. Hein, pourtant, ces problèmes de pandémie, dans un monde de plus de 7 milliards d'habitants, ces problèmes sont soulevés tous les matins par les experts. Hein. Alors, au lieu de s'occuper du climat, on ferait mieux de s'occuper de ces vrais problèmes. Alors, nous nous approchons à la fin de l'émission. Je suis vraiment désolé, j'ai encore plein de questions, surtout pour toi, Boštjan. Et moi, plein de réponses. Merci pour tout ce que vous faites, pour le travail que vous faites. Voilà, ben merci beaucoup. Boštjan, si tu peux faire une conclusion. Oui, voilà. Une conclusion, donc là, que je suis très heureux de partager donc les pensées de Monsieur Courtois. Donc ces analyses sont absolument pertinentes. On vient tout le temps d'apprendre les choses nouvelles. Je suis pas un partisan du réchauffement climatique. Là, je partage l'opinion que moi non plus. Mais... Oui, c'est une fausse piste et que cette analyse des Chinois donc est tout à fait pertinente. Je suis plus indulgent envers le président Trump parce que vraiment il s'est confronté à l'état profond et ce que nous savons maintenant à partir des données desquelles nous disposons maintenant, ces élections présidentielle aux États-Unis, c'est une question qui reste ouverte. Bon, on va voir. Je suis très heureux que nous avons pu en Slovénie. C'est pour la 2e fois, je pense, accueillir Monsieur Courtois de cette façon ici, donc virtuelle. C'était un plaisir. Ouais. Et d'entendre votre français absolument parfait à tous les deux. Merci. Je transmettrai à mes étudiants. Merci. Merci, Monsieur Courtois. Bon, merci. Je dis encore en slovène. Hvala lepo vsem, ker ste nas gledali in za pozornost. J'étais absolument ravi de cet entretien et je dirais même très surpris et d'entendre votre français parfait et de pouvoir échanger justement des idées souvent un peu compliquées qu'on ne peut pas, que je peux difficilement expliquer par exemple en anglais. Donc j'ai préféré, je m'en excuse, les dire en français, mais bon, c'était plus précis
Et bien entendu, si vous souhaitez recommencer cette expérience, je serai à votre disposition. Merci. Peut-être pour mon prochain livre que je vais rendre à l'éditeur dans quelques jours et qui va être un grand livre collectif d'environ 25 intervenants sur le thème cruauté et politique de l'Antiquité à nos jours. Vous voyez que je poursuis ma réflexion depuis le début, guerre civile, totalitarisme, cruauté. Parce que finalement, le but de l'aboutissement de la guerre civile, c'est la cruauté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus, iskreno se vam zahvaljujem, da ste nas spremljali. Morda vas je to, kar ste danes slišali, spodbudilo k razmišljanju in ukolikor bi se oddajo želeli ponovno ogledati, vas lepo povabim, da se nam pridružite na Facebook in YouTube strani Exodus TV, kjer bo današnja oddaja tudi na razpolago.